Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour le sixième épisode de cette leçon donc sur le projet européen, sixième et dernier épisode de cette leçon. Alors aujourd'hui, on a un gros morceau à faire effectivement pour la terminer. Comme ça, on pourra, comme je vous le disais la dernière fois, débuter sur une toute nouvelle leçon la semaine prochaine. Alors, juste pour petit rappel, on s'était arrêté effectivement là, donc où on avait montré que l'Union européenne et ses 27 pays constituaient une réelle puissance économique, et on va commencer à voir aujourd'hui que c'est une puissance par ailleurs qui rayonne dans le monde pour différentes raisons. Alors je vous montre un premier document, tout d'abord une carte donc des migrations en Europe. Alors j'ai essayé de prendre les documents les plus récents systématiquement que j'ai pu trouver sur internet, ce qui n'est pas toujours évident. Donc là elle date de 2018 et vous avez sur cette carte donc les différents pourcentages en fait de population donc nées hors de l'Union européenne. On voit que globalement la moyenne c'est qu'il y a à peu près dans l'Union européenne 4,35% donc de population étrangère à l'Union européenne qui vit en Union européenne, et vous avez donc le détail dans chaque pays. Alors ce qui est intéressant déjà de voir, c'est que contrairement souvent à ce qu'on pense, la France n'est pas le pays où il y a le plus de migrants. Vous voyez bien, en fait, ce sont les pays en bleu foncé. Alors par exemple, là c'est très largement devant l'Estonie, à peu près 13,5, la Lettonie 13,5 aussi et quelques, donc plus de 13% en fait de sa population qui est d'origine étrangère, de migrants. L'Allemagne et avec le Luxembourg et l'Autriche, trois pays très développés économiquement, donc qui attirent très majoritairement donc aussi les migrants. Et on voit que d'autres pays, effectivement, bleu clair attirent moins. D'autre part, parce qu'ici, ils ont aussi mis en place des politiques extrêmement répressives à l'encontre des migrants. Et on voit qu'en France, finalement, on se situe autour des 4,7%, donc légèrement au-dessus de la moyenne européenne. Alors, pourquoi l'Europe attire-t-elle autant ? Alors déjà, il faut quand même se rappeler que l'Union européenne exerce une influence sur le monde parce qu'elle incarne des valeurs depuis très longtemps. D'abord, c'est un continent pacifié, donc la paix. Il n'y a pas eu de guerre en Europe de l'Ouest, comme je vous le disais, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un pays apaisé, c'est un continent apaisé, donc qui attire par rapport à des réfugiés qui quitteraient leur pays justement parce qu'il y a la guerre. Ce sont pour la plupart des régimes démocratiques, bien qu'on pourra en discuter dans certains pays. Ça doit être des démocraties, ce sont plutôt presque pour certains, on pourrait croire des régimes autoritaires. Et puis c'est le continent aussi des pays des droits de l'homme, avec la France en tête, effectivement par rapport à ses droits. Donc c'est vraiment aussi ça qui attire. L'Europe incarne ces valeurs, et donc c'est aussi une sorte de refuge pour un certain nombre de personnes qui viennent de l'étranger. Et c'est pour cette raison que, je vous le mets tout de suite, l'Europe est le premier pôle migratoire mondial, mais il y a aussi une autre raison, c'est que l'Europe attire aussi, pourquoi ? Pour toutes ces raisons-là, mais elle attire aussi parce qu'on y trouve quand même un tiers des universités les plus prestigieuses qui sont en Europe, et du coup, en fait, on s'aperçoit que l'Europe est le premier foyer d'étudiants étrangers. Donc c'est aussi pour des raisons d'une autre nature que l'Europe attire et l'Europe rayonne dans le monde. Donc c'est à la fois pour ses valeurs qu'elle attire, et c'est à la fois effectivement parce que c'est un foyer universitaire et d'étudiants supérieurs. Donc c'est le premier pôle migratoire mondial, ce qui montre qu'elle rayonne véritablement dans le monde et qu'elle l'attire comme un aimant. Il y a une deuxième raison qui fait que l'Europe attire beaucoup, et là je change de document. C'est que l'Europe, effectivement, par son patrimoine historique qui est exceptionnel, est le premier pôle aussi touristique mondial. On le voit très clairement, par exemple, pour vous donner des chiffres plus récents, puisque ces cartes en fait datent de 2013, j'ai pas trouvé plus récent, mais les chiffres les plus récents, c'est à peu près 713 millions de visiteurs donc étrangers en 2017. C'est plus de 50% du tourisme mondial. Donc des gens qui viennent en vacances en Europe, voilà, ça représente plus de 50% du tourisme mondial, sachant qu'il y a une grosse partie aussi de tourisme intracommunautaire, c'est-à-dire par exemple des Français qui vont aller en Espagne ou en Italie, et inversement, c'est-à-dire du tourisme entre pays européens. En tout cas, quand on comptabilise la totalité, plus de la moitié du tourisme mondial se fait dans les pays
de l'Union européenne. Donc ça exerce, et ça, d'ailleurs ça rapporte beaucoup d'argent pour certains pays dont leur économie, comme l'Espagne ou la Grèce, dépend en grande partie de ces entrées d'argent touristiques. Alors, pour vous donner une idée justement chiffrée, on parle de balance commerciale excédentaire, eh bien on voit que la balance excède de 27 milliards d'euros grâce au tourisme. Donc c'est des sommes colossales, c'est effectivement très important. Donc on se pose d'ailleurs la question par rapport au Covid-19 avec les protocoles qui ont été mis en place. Ça va certainement avoir un impact important aussi bien sur la France que sur plusieurs pays européens comme l'Espagne, comme l'Italie, comme la Grèce, qui vivent en grande partie de ces entrées, comme je vous le disais. Donc, on voit bien ici aussi que l'Europe rayonne dans le monde par, effectivement, le prestige de son patrimoine historique, à la fois en Italie, Rome, avec l'Empire romain et toutes les ruines qui existent depuis l'Antiquité, l'Espagne de la même manière, la France, n'en parlons pas. Donc, effectivement, d'ailleurs, je crois que les Américains sont notre première destination touristique, mais derrière, vous vous souvenez, on l'avait fait en quatrième, juste derrière il y a l'Espagne et puis il y a la France. Donc, effectivement, c'est vraiment un pôle qui rayonne à ce niveau-là. Alors, cependant, donc, je classe d'ailleurs les pays, j'avais fait une petite animation. Le premier qui a le plus de touristes, c'est l'Espagne, le deuxième, c'est l'Italie, et juste derrière, c'est la France. Alors, autre raison pour laquelle la France rayonne. Donc si je reviens un petit peu en arrière, grosso modo avec les documents que je vous ai présentés, elle rayonne, on va dire, d'un point de vue culturel. C'est une puissance culturelle qui va attirer à ce niveau-là. Mais on va voir aussi que la France est une puissance politique à l'échelle mondiale. Alors, je vous montre un premier document, c'est une carte mondiale sur effectivement les pays qui constituent une puissance nucléaire, c'est-à-dire qui possèdent des armes nucléaires. Il y a en tout 9 pays dans le monde qui possèdent des armes nucléaires, et on voit très clairement que l'Union européenne fait partie de ces pays, avec la France en fait, il n'y a plus l'Angleterre évidemment avec le Brexit. Donc la France possède plusieurs armes nucléaires, et donc l'Union européenne à travers la France est une puissance nucléaire. Donc ça c'est important pour pouvoir peser aussi, vous l'avez compris, dans les conflits. C'est pour ça que certains pays effectivement aujourd'hui souhaitent se doter d'armes nucléaires pour pouvoir effectivement taper du poing sur la table plus fortement. Autre chose qui montre que la France a un poids à l'échelle politique, c'est qu'elle fait partie d'un certain nombre d'organisations économiques et internationales qui sont importantes. Elle est membre effectivement du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors le Conseil de sécurité de l'ONU est composé en fait de 5 membres qui ont le pouvoir en fait de refuser une décision, une directive de l'ONU, donc une loi de l'ONU. Donc ces 5 pays dont la France fait partie, et donc l'Union européenne, a un poids majeur, parce qu'effectivement, ce qu'on appelle le droit de veto, on avait déjà vu ça avec la monarchie absolue en quatrième, le roi avait un droit de veto, c'est-à-dire que l'Assemblée pouvait voter des lois, le roi pouvait utiliser son droit de veto, c'est-à-dire refuser d'appliquer cette loi. De la même manière, à l'ONU, ces 5 membres ont la capacité de s'opposer en fait à des décisions qui sont pourtant votées par tous les autres pays. Donc ça leur donne un poids considérable. Et l'Europe fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU. Ensuite, elle fait aussi partie de ce qu'on appelle le G20. Alors, vous avez peut-être entendu aux informations, qu'est-ce que c'est que le G20 ? En fait, c'est un groupe, comme je vous l'ai dit, qui est composé de 19 pays et des pays de l'UE, et qui représente quand même à lui seul 80% du commerce mondial, de ce qui est vendu dans le monde, 2 tiers de la population mondiale et plus de 90% en fait des richesses produites dans le monde, ce qu'on appelle le produit mondial brut. Pour le calculer d'ailleurs, c'est très simple, il suffit d'ajouter tous les produits intérieurs bruts de chaque pays du monde, et on s'aperçoit que le G20 totalise 90% des richesses mondiales. Pourtant, il ne constitue que 20 pays, enfin 19, plus effectivement l'Union européenne qui en recoupe 27. Donc, c'est une organisation très importante qui prend des grandes décisions économiques à l'échelle mondiale sur on va dire les décisions à suivre économiquement, par rapport à la croissance. Donc, l'UE en fait partie. Autre chose dont elle fait encore partie, qui est très importante, c'est le Fonds monétaire international. Alors c'est une institution internationale qui regroupe cette fois 689 pays, et donc le but c'est de justement encourager la coopération monétaire entre tous ces pays, essayer de garantir la stabilité financière, c'est-à-dire éviter des crises boursières par exemple, faciliter les échanges internationaux, ça c'est pour doper le commerce, et puis contribuer à essayer d'élever le niveau de vie et d'emploi dans tous ces pays en faisant reculer la pauvreté.
Alors le FMI, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a eu deux personnes, dont un qui a été très connu et pas pour les bonnes raisons forcément, deux Français qui ont été à la tête du FMI, c'est Dominique Strauss-Kahn, dont on a beaucoup parlé à un moment donné, mais vous étiez peut-être un peu jeune, hein, parce qu'il a été poursuivi en justice pour des raisons, comment dire, hein, sans être vulgaire, parce qu'il avait eu soi-disant des soirées avec des jeunes femmes qui étaient des prostituées. Enfin, il y a eu toute une grosse affaire autour de Dominique Strauss-Kahn, qui d'ailleurs voulait se présenter aux élections présidentielles en France, et qui n'a pas pu suivre à cette procédure et qui a été destitué de la direction du FMI à cette époque. Il a été remplacé par une autre Française, Christine Lagarde, qui a d'ailleurs fini son mandat en 2019 et qui vient d'être remplacée par Géorgia, donc un autre responsable. Mais il y a eu deux Français quand même à la tête du FMI, donc l'Union européenne compte aussi comme un des acteurs principaux de décision au cœur du FMI. Donc, ce sont trois organisations évidemment très importantes dans lesquelles l'UE fait partie des membres piliers des décisions qui sont prises. Donc si on résume un peu tout ce qu'on vient de voir, on voit bien que l'Europe rayonne. Alors elle rayonne de deux façons. Si on récapitule, l'Union européenne, donc c'est d'abord une puissance culturelle qui rayonne internationalement. Alors comment? Déjà d'abord grâce aux valeurs qu'elle incarne, la paix, la démocratie et les droits de l'homme. De ce fait, c'est clair, elle attire un grand nombre d'étrangers à la fois pour des raisons politiques, parce que ce sont par exemple des réfugiés qui fuient un pays en guerre et qui veulent se réfugier et demander la carte de réfugié politique pour être à l'abri dans un continent qui est en paix, apaisé et stable politiquement. Ça peut être pour des raisons économiques, ça on a déjà aussi largement développé, puisque ce sont des pays riches, il n'y a pas de secret, mais aussi parce qu'elle abrite des universités prestigieuses. C'est le premier foyer des étudiants à l'étranger, et donc c'est pour toutes ces raisons que l'Europe est le premier pôle de migration mondiale. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle c'est aussi une puissance culturelle, c'est qu'elle possède un patrimoine historique extrêmement riche, ce qui en fait le premier pôle touristique mondial, avec l'Espagne en tête, la France en deuxième et l'Italie ensuite. Et en 2017, elle accueillait donc plus de 50% des touristes internationaux. Donc elle rayonne effectivement aussi par cet aspect. La deuxième chose qui montre son rayonnement, c'est que c'est aussi une puissance politique. C'est une puissance culturelle, je viens de vous le démontrer, mais c'est aussi une puissance politique. Pourquoi? Parce qu'elle est membre de la plupart des institutions les plus importantes du monde actuellement, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, du G20 et du FMI, Fonds monétaire international, et elle fait partie des 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire. Donc elle a réellement un poids politique. Donc, je vous conseille de faire pause sur la vidéo, bien que je vous mettrai aussi en pièce jointe cette fois-ci la totalité de la leçon, puisqu'on est enfin arrivé au bout. J'ai pas pu vous la mettre avant, pourquoi? Parce que je travaille à flux tendu, comme on dit, c'est-à-dire que chaque jour, j'avance un petit peu le cours, tout en faisant les cours pour les autres classes, et puis les vidéos, et puis un tas de projets que je mène dans lesquels vous n'êtes pas forcément partie prenante, mais que je mène dans d'autres classes. Et donc du coup les journées longues 24 heures, donc là je viens de finir la leçon sur l'Europe, mais effectivement j'ai pas commencé la prochaine par exemple, donc je vais m'y atteler pendant ce pont de l'ascension pour qu'on soit prêt effectivement la semaine prochaine. Alors, on va voir quand même dans une troisième étape que y a des limites à cette puissance de l'Union européenne. Et il y en a beaucoup des limites. Alors, il y en a un certain nombre dont on a déjà parlé, donc sur lesquels je vais aller plus vite. Je vais juste essayer de réactiver vos souvenirs avec des leçons qu'on a déjà faites il n'y a pas longtemps. Et puis il y en a d'autres que je vais vous pointer comme limites que vous ne connaissiez pas forcément, ou qu'on a vu parfois même en cinquième et que je vais réactiver. Alors, il y a plusieurs limites à formuler parce que déjà tout ça, en fait, je l'affirme dans le petit b, mais je vais vous montrer comment dans ce petit c, par la suite, on va devoir tout de suite nuancer ce qu'on avance. Alors, la première chose, donc sur cette image, c'est un petit peu pour introduire le problème. Vous voyez donc des soldats européens, la CAFOR, et le drapeau de l'Union européenne. Et le premier problème, c'est que l'Europe n'a pas d'armée. Elle n'a pas d'armée commune. Il faut savoir que jusqu'en 2009, en fait, l'Union européenne, on va dire surtout les membres de l'Union européenne, les pays membres de l'Union européenne, en fait, appartenaient à l'OTAN. Alors, pour réactiver l'OTAN, on l'a vu dans la leçon sur la guerre froide, si vous vous souvenez bien, chaque bloc, le bloc de l'Ouest, rallié aux Américains, crée une alliance militaire qu'on appelle l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc qui est chapeautée par les Américains. Et vous vous souvenez, les Russes, eux, ils signent une autre alliance militaire entre eux qui s'appelle le pacte de Varsovie. Alors l'OTAN est resté en place, l'OTAN existe toujours et pendant très longtemps, donc depuis la création de l'UE, en fait,
Finalement, c'est à travers l'OTAN que l'Europe assurait sa défense. En 2009, ils ont décidé, parce que c'est une idée qui existe depuis un petit moment, l'idée d'avoir une politique commune de défense et de créer une armée commune, ils ont commencé par mettre en place la politique de sécurité et de défense commune qu'on appelle la PSDC, qui visait en fait dans ce texte, alors là j'enlève, on verra ça après, qui visait dans ce texte effectivement, si vous voulez, à essayer de poser les bases de la création donc d'une politique commune de défense et de la création d'une armée européenne. Le problème, c'est que dans les bases de ce texte, et notamment dans l'article 42 du traité de Lisbonne, le problème, c'est que pour que tout ça se mette en place, il faut l'accord de tous les membres de l'Union européenne. Donc pour créer une armée européenne et pour créer une politique commune de défense au cœur de l'Europe. Et donc le gros problème, ça veut dire que si un des 27 pays n'est pas d'accord, c'est pas possible. Donc le problème, c'est que, vous allez le voir, c'est pour ça que je vous mets hors. Donc j'ai trouvé un sondage qui vous montre un peu la position des différents pays européens par rapport à cette question. Et là, on voit tout de suite que même s'ils sont globalement favorables, c'est pas gagné. Alors, effectivement, donc c'est le Parisien qui avait fait faire un sondage, en fait, d'Oxa pour savoir un peu la position des différentes populations européennes. Et êtes-vous favorable ou opposé à ce que soit mis en place déjà une politique commune de sécurité? 75% ils sont favorables, mais 24% sont contre et 1% ne sont pas prononcés. Donc déjà on n'a pas la majorité, il faut qu'il y ait 100%. Et sur la mise en place d'une armée commune, déjà ils sont encore un peu moins favorables, mais il y en a à peu près que 1 sur 3, 62%, 37% qui sont opposés. Donc on voit clairement que le bilan, c'est qu'il n'y aura pas d'armée européenne, en tout cas pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est très clair, en fait, si vous voulez, je vous l'ai mis ici, mais je vous l'explique. C'est ces pays, chaque pays, la France notamment et l'Allemagne, ne veulent pas transférer une partie de leurs compétences de défense. Ils veulent rester maîtres en fait de leurs décisions militaires, de la gestion en fait de leur armée, de la gestion de leur politique de défense. Or, si jamais effectivement il y avait la mise en place d'une armée européenne, d'une politique commune de défense, qu'est-ce qui se passerait? Chaque pays perdrait sa souveraineté dans le domaine militaire. Et donc c'est l'Europe qui décidera. Et ça pose un vrai problème pour eux. En tout cas, c'est pour ça que, effectivement, 24% et 37% s'y opposent. 24% contre la politique commune de défense et 37% pour une armée concrète, une armée européenne, parce qu'ils ont peur d'être dépossédés de leur capacité militaire et de leurs décisions militaires. Donc, effectivement, ils veulent pouvoir décider quand ou pas s'ils veulent intervenir dans un conflit à l'étranger. Donc, pour l'instant, le bilan, c'est qu'il n'y a toujours pas d'armée européenne, même si depuis 2009, donc ça fait quand même 11 ans, ils ont mis en place déjà une politique commune de défense, mais dans les faits, effectivement, elle n'est pas efficiente, elle ne fonctionne pas, parce qu'ils n'ont toujours pas réussi à s'entendre de manière unanime sur le fait d'aller plus loin et de vraiment construire une armée européenne. Ça n'empêche pas quand même, j'insiste, ça n'empêche pas que les soldats européens peuvent intervenir dans d'autres conflits. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu, on en a vu des exemples, quand il y a eu la guerre en Afghanistan par exemple, les pays membres de l'Union européenne ont envoyé chacun le nombre de soldats qu'ils voulaient, sous couvert de l'Union européenne. Donc il n'y a pas réellement d'armée européenne, mais si vous voulez, si la France envoie 3000 soldats en Afghanistan, l'Angleterre 2000, l'Italie décide d'en envoyer 400, officiellement c'est l'Union européenne qui intervient, mais on sait très bien qu'il n'y a pas d'armée européenne s'il n'y a pas de pays membre de l'UE qui envoie de soldats. Si aucun pays membre de l'UE n'envoie de soldats, il n'y a pas d'armée européenne. En fait, elle se construit au fur et à mesure en fonction des conflits. Voilà, et elle est toujours variable. Mais il n'y a pas officiellement d'armée européenne de soldats mobilisés avec une force fixe de tant de soldats qui interviennent régulièrement. Et c'est tout le problème, parce que forcément, comme il n'y a pas d'armée européenne et que chaque pays fait un peu ce qu'il veut dans les différents conflits et ce qu'il intervient ou il n'intervient pas, du coup l'Europe est divisée et elle n'a pas de poids sur les décisions et sur la diplomatie européenne. Donc elle est décrédibilisée, ce qu'on avait déjà évoqué quand on avait fait l'action sur le monde d'après 1989. Autre problème, et là je réactive des choses qu'on a déjà vues pour ne pas vous saturer de documents, c'est que vous l'avez compris, ils n'arrivent pas à s'entendre dans plein de sujets. Alors j'ai repris notre petite Ukrainienne, parce que j'aime beaucoup cette caricature, la pauvre, qui est écartelée entre les pays de l'Europe qui veulent qu'elle devienne ukrainienne, les pays russes, la Russie qui, elle, est entrée en guerre, et d'ailleurs, je vous avais dit, il y a toujours une guerre dans une zone
de l'Ukraine, puisque la Russie veut effectivement s'attribuer une partie des terres ukrainiennes. Les Américains essaient de se faire le jeu dans tout ça, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les Européens ne sont pas d'accord sur le fait d'intervenir contre les Russes. Et vous allez comprendre un peu pourquoi justement l'Europe n'intervient pas contre les Russes. Parce qu'on est dépendant énergétiquement des Russes. Donc on n'a pas trop intérêt non plus à se fâcher avec les Russes, parce qu'ils ont vraiment les moyens aussi de faire pression sur nous et de pénaliser en fait notre économie. Donc ce qui en reste de cette caricature, c'est que la pauvre ukrainienne, les Européens sont divisés sur le fait qu'il faut intervenir pour la défendre, et finalement il y a toujours une guerre aujourd'hui, plus personne n'en parle, et ça continue. J'ai repris aussi notre caricature du début en fait de cette leçon sur le Covid-19, qui est effectivement un appel à trouver des fonds pour aider les pays qui sont déjà en crise économique, comme l'Espagne, la Grèce, le Portugal, et qui le seront d'autant plus après la crise du Covid-19. Il n'y a pas de solidarité, effectivement. Certains pays, comme les Pays-Bas, c'est un peu chacun sa merde, chacun se démerde. Et vous avez bien compris que, je dis un gros mot, je sais bien, je ne devrais pas dans la vidéo, surtout si vos parents écoutent, ça va pas faire très professionnel, mais c'est une réalité. Ce que je veux vous dire par là, c'est que voilà, c'est un peu chacun pour soi, et on s'aperçoit quand il faut être solidaire concrètement et mettre la main au porte-monnaie, là tout le monde n'est pas d'accord. Donc les divisions sont récurrentes à l'intérieur de l'Europe. Ces divisions en plus, elles apparaissent clairement dans la presse, à la télé, et tout ça, ça décrédibilise, ça fragilise en fait l'Europe aux yeux des États-Unis, de la Chine, d'autres pays émergents. Et du coup, on peut passer un petit peu pour des gens qui parlent beaucoup mais qui prennent peu de décisions. C'est ce qui est souvent reproché à l'Union européenne. Donc tout ça montre les limites en fait de notre puissance politique, même si tout à l'heure je voulais démontrer dans le sens contraire. Il faut nuancer. Effectivement, il y a des limites parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un tas de sujets. Et tous ces débats qui ne trouvent pas de solution fragilisent l'Union européenne. Et bref, finalement, il n'y a pas vraiment de diplomatie européenne. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à parler d'une seule et même voix et à prendre une seule et même décision. En fait, ce qui ressort, c'est souvent des divisions parce qu'on n'est pas d'accord sur l'intervention en Ukraine. On n'est pas d'accord sur est-ce qu'il faut lever des fonds, qui va lever, qui participe, qui va payer la facture de tout ça. Alors, il y a d'autres choses encore dans lesquelles je vais vous montrer les limites de l'Europe. Alors là, je réactive encore autre chose. Le Brexit, ça a quand même été un gros coup pour l'Union européenne. Parce que, quelque part, ça a montré, c'est ce que j'essaie de vous montrer avec ce dessin, on voit bien, on a d'un côté le drapeau de l'Union européenne, de l'autre le drapeau anglais, et puis ces deux drapeaux, en fait, sont en train de se craqueler, il y a des failles des deux côtés, parce que, quelque part, quand l'Angleterre a quitté l'Union européenne, on a dit « c'est le premier pays qui quitte l'Union européenne, et alors après, ça va être la débandade, plein de pays vont demander à quitter l'Union européenne. » Et en 2016, quand la Royaume-Uni a annoncé qu'il allait quitter l'Union européenne, d'un coup, parce que ça a quand même pris 3 ans pour que ça se fasse tout ça, voire même 4 ans, il y a un tas de pays qui ont voulu quitter l'Union européenne ou qui disaient on va quitter nous aussi l'Union européenne. Alors il y a eu la Suède, il y a eu les Pays-Bas, il y a eu la Pologne, il y a eu la France, il y a eu un tas de pays effectivement qui ont annoncé qu'ils suivraient les pas de l'Angleterre. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est le 19 mai 2020, il n'y a pas d'autres pays qui ont décidé de quitter l'Union européenne. Au contraire, la plupart ont réaffirmé leur solidarité et leur implication dans le projet européen. On voit même, et on pourrait même on est en plein dans l'actualité, hier Macron, notre président, a rencontré Merkel, donc c'est le couple franco-allemand qui était un petit peu fissuré, on parlait de divorce entre les Français et les Allemands, or c'est le couple qui a, je vous rappelle, créé l'Union européenne au départ, qui a voulu enterrer la hache de guerre suite à la Seconde Guerre mondiale. Donc on parlait de cette crise, un petit peu un divorce entre la France et l'Europe il y a quelques mois, et puis hier, toutes les radios annonçaient que Macron et Merkel s'étaient rapprochés, et donc le couple franco-allemand était de nouveau réuni et avait traversé cette crise. Donc on voit bien à quel point c'est important, mais quand même, le fait est que l'Angleterre ait quitté l'Union européenne, ça va créer des conséquences économiques et politiques. Parce que l'Europe sans le Royaume-Uni aura moins de poids politiquement dans les conflits, dans les débats économiques, etc. Puis ça aura des conséquences économiques sur les deux pays. Alors là, les économistes ne sont pas d'accord. Il faut qu'on ait un petit peu de recul pour pouvoir vraiment
voir quelles vont être les conséquences du fait que le Royaume-Uni ait quitté l'Union européenne. Je ne voudrais pas me prononcer trop en avance, il y a des gens qui effectivement ont déjà des réponses dans tous les sens, mais on trouve tout et son contraire. Donc là, pour le coup, je vous dirais, le rôle de l'historien et du géographe, c'est d'attendre un petit peu, effectivement, pour voir et mesurer vraiment, quantitativement, les conséquences, d'autant plus que la crise actuelle qu'on vit du Covid-19 va énormément bousculer les choses. Et puis, je tenais à vous dire que c'est pas le premier pays d'ailleurs qui a quitté l'Union européenne, c'est le deuxième en réalité, mais ça c'est juste pour votre culture générale, parce que si vous avez été attentif dans la vidéo que je vous ai montrée sur la construction de l'Union européenne, ces différentes étapes, en fait, le premier pays qui a quitté l'Union européenne, c'est le Groenland, en 1985, parce que le Groenland en fait était une province du Danemark. Le Danemark va finir par donner son indépendance en fait au Groenland, et ils vont faire un référendum au Groenland pour savoir s'il reste ou pas dans la CE à l'époque, ça s'appelait pas encore l'UE, et le Groenland décide majoritairement à 74% de quitter l'Union européenne. Donc en fait, pour votre culture générale, si jamais on vous dit le Royaume-Uni est le premier pays à avoir quitté l'UE, c'est faux. En réalité, c'est le Groenland. Mais bon, ça n'a pas eu de conséquences parce que le Groenland ne pesait pas autant que ne pèse le Royaume-Uni dans l'économie européenne. Autre limite, parce qu'on n'est pas au bout de nos limites de la puissance européenne, c'est le chômage. Il faut savoir que l'Europe est quand même en crise depuis 2007, la crise de 2007-2008, la crise boursière qui vient encore des États-Unis, c'est la crise des surprimes. Je vous ai mis d'ailleurs une petite vidéo pour ceux qui le voulaient, qui étaient curieux de savoir, de comprendre ce que c'était, sur YouTube à l'époque, sur ma chaîne. Donc depuis 2007-2008, les économies essayent de se reconstruire suite à cette grosse grave crise économique, mais c'est pas gagné, effectivement. Alors là, avec la crise du Covid-19, j'imagine les conséquences économiques qu'il va y avoir derrière, ça sera encore plus difficile. Et du coup, si on regarde le taux de chômage des différents pays membres de l'UE, vous vous rendez compte que la moyenne du chômage, c'est à peu près 7,3% dans la zone Europe, la ZE, zone Europe. Et puis, la France est un petit peu au-dessus avec 8,1%, l'Italie, alors là, on est presque à 10%, l'Espagne, 13,6%, alors la Grèce, c'est une catastrophe, 16,3%. On retrouve les pays qui sont en difficulté dans l'Europe, comme je vous l'avais dit. Paradoxalement, la Roumanie et la Bulgarie, qui sont les pays les plus pauvres de l'Europe, ont un faible taux de chômage. Mais bon, les conditions de travail sont un petit peu différentes, les contrats, ce qui explique aussi que c'est des pays qui attirent aussi pour le travail. Donc si on résume, il faut un petit peu comparer, parce que là je vous montre que les pays de l'Union européenne. Donc pour qu'on prenne un petit peu de recul, pour vous rendre compte, aux États-Unis aujourd'hui il y a à peu près 11% de chômage. En Chine, il y en a seulement 4,2%, mais alors encore une fois, il faudrait vraiment mettre ce chiffre entre parenthèses parce que c'est quasiment impossible d'avoir un chiffre exact. Pourquoi ? Parce que la Chine est une dictature, et donc nous n'avons que des chiffres officiels. Vous avez bien vu qu'avec le Covid-19, ils avaient une drôle de façon de calculer le nombre de morts en Chine, et puis d'un coup les chiffres ont doublé, donc on n'a pas vraiment de recul sur la véracité de ce pourcentage. Bon, c'est un indicateur, et au Japon, c'est 2,4%. Donc finalement, quand même, le chômage reste relativement élevé en Europe, et on voit bien que la crise économique des pays du sud de l'Europe, la Grèce, l'Espagne et le Portugal que je vous montrais, ça a quand même affaibli l'Europe. Et comme je vous disais, qu'est-ce que ça va être après le Covid-19 L'année prochaine, je pense que ça va être une année très difficile, et ça ne sera pas qu'une seule année très difficile, je le pense, puisqu'on a déjà mis plus ou moins plus de 10 ans à se remettre de la crise de 2008-2007, donc là ça va être d'autant plus difficile. Alors, autre chose importante aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que l'Europe est enfin, et là je fais le lien avec notre petite Ukrainienne de tout à l'heure, l'Europe est dépendante énergétiquement. Alors pour vous rendre compte de l'importance de cette dépendance. Par exemple, pour importer du gaz naturel, l'Europe est forcée d'importer 39% de son gaz naturel de Russie, 24% de Norvège, 12% d'Algérie. Ensuite, elle importe aussi beaucoup de pétrole. Alors encore une fois, 31% du pétrole européen vient de Russie, 12% de Norvège. Ensuite, il faut importer des combustibles solides. Alors, ça peut être du bois, ça peut être de la houille, ce qu'on appelle du charbon. 30% encore vient de Russie, 23% de Colombie, 14% d'Australie. Je ne vous ai pas donné les chiffres sur 100%, mais on voit clairement que l'Europe dépend largement énergétiquement de la Russie. Donc, vous comprenez mieux pourquoi l'Europe a tendance à se diviser sur l'intervention en Ukraine pour soutenir les Ukrainiens qui sont pro-européens,
contre les Russes, qui veulent que effectivement l'Ukraine reste sous le joug, sous la domination et l'influence russe, parce qu'on se pose la question effectivement de si on entre en guerre contre la Russie, ou en tout cas même sans entrer en guerre, si on faisait un gros bras de fer avec les Russes, il suffirait que les Russes nous ferment le robinet de gaz naturel, de pétrole et de combustible solide, et nous serions bien embêtés puisque notre économie repose sur notre capacité à importer de l'énergie. Et donc au final, pour vous rendre compte, plus de 53% de l'énergie européenne est une énergie qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est un vrai souci. Parce que quand on veut, notre économie repose donc pour plus de la moitié sur une énergie qui vient de l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on est dépendant de ces autres pays. On n'est pas autonome. Et effectivement, ça joue dans les conflits internationaux, ça joue dans les négociations diplomatiques. Mais on n'en parle pas forcément à haute voix. On le sait, parce qu'on l'étudie en détail, ou parce que je vous dis dans cette vidéo, par exemple, mais on ne va pas forcément mettre en évidence dans les infos, en tout cas les infos de grande écoute. Alors, autre chose qui n'arrange pas les choses, si je puis dire, en plus, l'Europe, c'est encore une autre limite, l'Europe est vieillissante, et ça on l'a vu depuis la 5e. Effectivement, là vous avez, donc je vous ai trouvé une des dernières cartes, je crois 2018 si je ne me trompe pas, où on a la proportion de population âgée de 65 ans et de plus, en pourcentage de la population totale. Donc vous voyez que dans les pays en bleu foncé, c'est plus de 21%, et si on regarde bien, donc la moyenne de l'Europe, on pourrait arrondir, en gros 20% de personnes ont plus de 65 ans. Vous allez me dire, c'est pas très grave, c'est bien aussi d'avoir des papiers et des mamies, sauf que ça a des conséquences économiques. Alors, si on réfléchit tout simplement, je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai mis là. En fait, la charge des actifs, c'est-à-dire les actifs, ce sont les personnes actives, ce sont les personnes qui travaillent. Elles vont devoir, payer, ce sont nous qui payons les retraites de ceux qui travaillaient avant nous. Entre guillemets, Madame Venant, elle est en train de cotiser sur son salaire chaque mois pour payer les retraites de ceux, de mon papy ou de ma mamie, qui eux ont arrêté de travailler, qui ont fait la même chose que moi avant. Et donc, le problème, c'est comme il y a moins de personnes jeunes qui vont travailler, moins de personnes actives, mais qu'il y a plus de personnes âgées, les dépenses vont augmenter. Donc, les gens qui travaillent vont devoir plus payer de dépenses sociales pour pouvoir aider leurs aînés. Et donc là, ça va être compliqué, parce que ça crée un déséquilibre entre le nombre de personnes qui travaillent et le nombre de personnes âgées. S'il y a autant de personnes âgées que de personnes qui travaillent, on arrive à un équilibre. Le problème, c'est que le déséquilibre se creuse de plus en plus. Et ça, vous le savez pourquoi, c'est parce qu'on a une faible fécondité en Europe, et encore bravo à la France, parce qu'on est le pays qui a la plus forte fécondité. On est à 1,9, il faut 2 enfants pour renouveler les générations. Nous, on est juste en dessous, voilà. Mais alors, il y a des pays comme l'Allemagne, où au contraire, le risque, c'est carrément qu'ils perdent de la population, tellement leur population vieillit. Si on continue à expliquer le problème, donc la diminution de la population active, ça a quand même un effet positif. C'est que, évidemment, ça fait baisser le taux de chômage. Ça résorbe une partie du chômage. Et l'autre problème, c'est que ça, c'est positif, mais s'il y a moins de gens qui travaillent, il y a aussi moins de production. Et si on produit moins, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va être déclassé, c'est-à-dire dépassé économiquement par d'autres pays. Donc on voit bien que d'une simple question démographique, du vieillissement de la population, ça a réellement des conséquences économiques à terme. Et donc à terme, l'Europe a beaucoup de mal à enrayer le vieillissement de la population, malgré des politiques diverses et variées mises en place, comme par exemple la politique migratoire. L'Allemagne a limité le vieillissement de sa population en ayant une politique très active pour faire venir des migrants en Allemagne, ce qui a rajeuni sa population. Alors ça l'a pas rajeuni, ça a arrêté son vieillissement en fait, pour être plus précis. Donc il y a un certain nombre de pays qui ont tendance à ouvrir leurs frontières parce qu'ils sont bien conscients que leur population risque de diminuer et qu'elle vieillit, donc ils ont une politique migratoire positive, ouverte. Mais on voit bien qu'à terme, de toute façon, malgré les différentes politiques mises en place, l'Europe est un continent vieillissant, et tout cela aura des conséquences économiques à terme, parce qu'il va y avoir un déséquilibre entre la population active et effectivement le nombre de personnes âgées. Alors voilà, on arrive au bout de ce que je voulais vous démontrer à travers donc tous ces documents, c'est que certes, je reviens sur le B, l'Europe est bien une puissance politique et une puissance culturelle, elle rayonne dans le monde. Mais dans ce C, je voulais nuancer ces 2 affirmations et puis vous montrer qu'il y avait encore d'autres limites.
Donc si je relis, que je récapitule avec vous, alors je suis désolée, j'ai plein de quiz de 5e qui arrivent, j'aurais dû décommander mes mails, désactiver mes mails. On va résumer donc dans le petit C, on saute une ligne après le petit V, les limites de la puissance européenne, et on va le lire ensemble. Donc je récapitule tout ce qu'on a dit avant. L'Union européenne donc n'est pas une hyperpuissance. En fait, pour être une superpuissance ou une hyperpuissance comme l'ont été les Américains et comme ils le sont d'ailleurs toujours, il faut être, on l'avait vu en 4e, il faut avoir tous les indicateurs au vert dans tous les domaines. Il faut être une puissance politique, il faut être une puissance économique, il faut être une puissance militaire, il faut être une puissance culturelle. Et là, les Américains, en fait, le sont dans tous les domaines. Mais on voit bien que l'Union européenne ne l'est pas, en fait, en réalité, dans tous les domaines. Pourquoi ? Déjà, voilà, je nuance d'entrée de jeu ce qu'on a dit dans le B, elle joue quand même un rôle marginal dans les domaines politiques et militaires. Et pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de véritable force armée commune. Malgré évidemment, comme je vous l'ai dit, l'existence d'une politique de sécurité et de défense commune, la PSDC, qui a été mise en place en 2009, en fait, il n'y a pas vraiment de véritable diplomatie européenne face aux conflits internationaux. On voit bien qu'il n'y a pas d'armée européenne. Ils n'arrivent pas en fait à s'entendre réellement sur sur différents conflits. Je vous ai remis les deux exemples, la guerre en Ukraine et je vous ai mis Covid-19 pour montrer qu'il n'y a pas de, ils n'arrivent pas à s'entendre sur une caisse entre guillemets d'argent pour aider les pays en difficulté dans l'Union européenne. Deuxième limite, la crise économique de 2007 a fragilisé en fait tout le modèle économique de l'Union européenne et le poids économique de l'Europe en fait a diminué face aux pays émergents qui eux, et notamment la Chine, n'arrêtent pas de croître. Et puis le taux de chômage reste élevé. Donc tout ça, ça fragilise économiquement l'Union européenne. Ensuite, le vieillissement démographique de sa population s'accroît, ce qui accélérera aussi son déclassement économique. Être déclassé économiquement, c'est que vous étiez par exemple deuxième puissance économique du monde, et puis vous êtes maintenant 10e puissance économique mondiale. On parle de classement des puissances mondiales, donc on parle aussi de déclassement économique. Donc finalement, cet argument, il est lié aussi au précédent. Et puis, en fait, ils sont tous liés les uns aux autres. L'autre problème, c'est que plus de 54% de son énergie, l'Europe doit effectivement l'importer. Donc elle est dépendante énergétiquement d'un tas d'autres pays étrangers, et surtout, et notamment, vous l'avez compris, de la Russie, puisqu'un tiers de la plupart de son énergie provient de la Russie, de l'Union européenne. Et donc, effectivement, quand on est dépendant économiquement, notre économie, elle peut, du jour au lendemain, s'écrouler, parce que les pays étrangers auprès desquels on importe ne veulent plus nous livrer ces sources d'énergie. Et donc, là, ça a un impact tout de suite sur notre économie. Et j'ai rajouté finalement à la fin l'exemple du Royaume-Uni, parce que derrière le fait que le Royaume-Uni soit sorti de l'UE, c'est tout le projet politique de départ de l'Union européenne qui a été fragilisé. On a eu peur que la maison s'effondre. On a eu peur, comme je vous le disais, qu'un tas d'autres pays commencent à demander à sortir de l'Union européenne et puis qu'il n'y ait finalement plus d'Union européenne et que ce beau projet qui a plus de 50 ans s'effondre d'un coup. Et je vous ai montré que effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'autres pays. Alors il y a un tas de pays qui continuent à parler de pouvoir sortir de l'Union européenne, mais rien n'a été signé, rien n'a été réellement engagé dans les démarches. Donc pour l'instant, le Royaume-Uni reste le seul pays de partie. Mais ça a bousculé les choses, ça a remis en cause les choses, ça a posé plein de questions. Ça a fragilisé vraiment le projet européen. Voilà. Donc, je vous conseille encore une fois de faire pause sur la vidéo, de noter ou de regarder le cours que je vous aurais mis en intégralité en pièce jointe et de bien les coller dans le cahier parce que ça pourrait vous servir au lycée. Alors, je vous propose une conclusion pour finir concrètement. Faire une petite conclusion parce qu'on se dirige un peu vers les leçons type lycée où vous avez des introductions plus longues comme on avait fait sur une des leçons ou encore avec des conclusions plus longues de la même manière. Donc petit à petit, l'air de rien, je fais évoluer les leçons vers le modèle un peu que vous allez avoir au lycée. Ce qu'on peut retenir, en fait, si je devais résumer toute cette leçon, ce qui est quand même important, c'est que c'est un projet de l'Europe, c'est un projet d'union pacifique entre ces peuples à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est vraiment la force principale de l'Union européenne. Ça, on peut pas le contredire. Quelque part, on y est arrivé. Il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale en Europe, d'accord ? Mais le problème, ce sont ces nombreux désaccords politiques, en fait, qui, du coup, réduisent et condamnent l'UE à n'être qu'une puissance économique. Parce qu'effectivement, économiquement, c'est une puissance économique. C'est une puissance commerciale. Donc ça, il n'y a rien à redire. Mais le problème, c'est que le projet européen, c'est pas qu'une puissance économique. Le projet européen, c'est une union politique, c'est une union culturelle. C'est un projet comment vous dire ? C'est pas qu'une union économique, voilà, pour faire simple. Et le problème, c'est qu'avec tous ces désaccords,
elle finit par n'être que ça. Et c'est un peu le problème. Et donc, pour dépasser ces faiblesses, l'UE, en fait, devra s'unir dans tous les domaines. Elle devra arriver à s'unir, par exemple, sur l'entente d'une politique de défense commune. Elle devra s'entendre sur une politique commune de développement durable. Elle devra s'entendre, par exemple, sur une politique sociale. Vous avez peut-être entendu parler de la mise en place d'un salaire minimum dans tous les pays européens qui serait le même. Comme nous, on a un salaire minimum professionnel en France. Voilà. Et il va falloir qu'ils arrivent à parler d'une seule et même voix quand, par exemple, il y a un conflit comme en Ukraine et qu'ils tapent d'une seule et même main sur la table pour dire stop et qu'il n'y ait pas des divisions internes, parce que ça nous décrédibilise. Bref, le projet européen, en fait, c'est un projet qui est toujours en construction et toujours en évolution et qui a subi différentes crises, mais qui, l'air de rien, voilà, tient toujours debout. Le Covid-19, c'est encore une crise que va devoir traverser l'Union européenne et on verra dans les années à venir comment elle va la traverser aussi. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, je ne suis pas devin, même si on a déjà des avis sur le sujet. Alors nous voilà donc à la fin de cette leçon. Alors je voudrais pas vous décourager, enfin c'est surtout moi que je voudrais pas décourager, mais l'air de rien, on a quand même bien avancé. Mais il nous reste, pour vous faire un petit bilan, 3 leçons en histoire, 3 leçons en géographie et une leçon en EMC, ce qui voudrait dire que concrètement il nous reste 7 leçons à faire et j'ai compté il reste 5 semaines, 5 semaines si on respecte la date du brevet. Autrement dit, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse plus vite qu'une leçon par semaine. Vous vous rendez compte à quel point arriver au bout du programme en troisième, c'est très compliqué et pourquoi souvent on finit les 2 dernières semaines avec uniquement des polycopiés des leçons qu'on relit et qu'on explique. Voilà, on va essayer de faire le maximum, en tout cas de vous expliquer comme je le fais avec les vidéos parce que c'est quand même plus parlant, puis c'est des sujets importants, même pour vous quand vous serez plus grand. Je sais que pour l'instant vous allez me dire ça sert à rien, mais effectivement vous allez être amené à voter, à prendre des décisions, à comprendre des choses. Et moi, ça me semble effectivement important que vous ayez des éléments plus précis. Et puis vous allez revenir dessus effectivement au lycée. Allez, je m'arrête là, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, puisque à partir de demain, effectivement, c'est férié, et nous avons 4 jours pour nous reposer, et moi pour préparer les prochaines leçons. Allez, à bientôt.